Alors, je me permets de commencer par un tour de table, et puis je le terminerai. Mais Rachel, je te laisse la parole pour te présenter, et puis aussi quand Sirmiette par la même occasion. Bien, merci beaucoup Reynold. Bonjour à tous. Donc Rachel Lethière, je suis la secrétaire générale du CIRMIET. Le CIRMIET organise le webinaire ce matin. Je remercie les participants et également les intervenants et Reynold qui va animer aujourd'hui le webinaire. Le CIRMIET, c'est un syndicat, donc c'est un syndicat professionnel du reconditionnement et régénération des matériels informatiques, électroniques et télécoms. Donc, on regroupe une trentaine d'adhérents, 33 exactement, qui sont des acteurs majeurs sur le reconditionnement de produits IT, téléphonie, bureautique. Donc, ça va des téléphones, tablettes, PC, impression, console, box. Voilà, on a de nombreux produits. On a aussi du médical. On représente un chiffre d'affaires total, pour que vous sachiez, de 8 milliards au total de tous nos adhérents, et le reconditionné représente 600 millions en fait d'euros. On a 3500 emplois directs, et on a des entreprises qui sont toutes situées sur le territoire français. C'est un de nos critères, et qui ont une résonance effectivement européenne, mais qui sont tous des industriels français. Et on représente aussi bien des reconditionneurs industriels que les réseaux de distribution également de reconditionneurs, auxquels je pense et que je précise dans notre objectif. J'arrête vite ma présentation juste pour vous dire que l'objectif d'un syndicat, donc aujourd'hui c'est ouvert à tout le monde, hein, donc j'ai mes adhérents que je salue, et puis on a invité effectivement d'autres partenaires avec lesquels on est ravis de discuter sur ce sujet-là. Donc l'objectif d'un syndicat, c'est de fédérer la profession. On a beaucoup de sujets au niveau du secteur du réemploi, parce qu'on est que représenté, donc on a un rôle auprès des pouvoirs publics, on a un rôle d'accompagnement de nos adhérents sur la réglementation et tous les sujets opérationnels, et d'image et de visibilité du secteur du reconditionné. Et un sujet comme l'effacement des données aujourd'hui est un sujet important dans le cadre du travail qu'on fait effectivement de rassurer sur les produits reconditionnés. Voilà. Merci Reynold. Super, merci beaucoup Rachel. Et Lionel, si tu veux bien à toi pour Oui, cette bon, présentation. bonjour à tous. Donc, Lionel Usan, je suis le président de la société Le GSM et le GSM Service, donc basé à Ivry-sur-Seine. Nous sommes adhérents du CIRMIET depuis de nombreuses années, nous essayons de contribuer justement à l'amélioration de l'image du reconditionnement en France. Nous travaillons donc main dans la main avec le syndicat, mais également nous avons, depuis ces 2 dernières années, développé une innovation que je vais également vous présenter dans le cadre de cette présentation, dans le cadre justement de l'effacement de données, qui est un point important. On va en parler à la fois sur la partie RGPD, qui est substantielle, hein, on va dire, pour les grandes entreprises, mais également pour les industriels comme nous, qui sommes un peu, entre guillemets, assis sur des gisements de produits à haute valeur. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui l'objectif d'optimiser le reconditionnement des produits électroniques. Super, merci beaucoup Lionel. Et je termine par me présenter donc Reynold. J'ai le plaisir de vous recevoir et d'animer, je ferai un peu le fil conducteur aujourd'hui sur ce webinaire. J'ai cofondé Deeply il y a 7 ans maintenant. Deeply, c'est une structure de l'économie circulaire au service des pros. Donc on aide à améliorer la supply chain, que ce soit la reprise ou la distribution. Et j'ai aussi une double casquette, puisque je suis adhérent CIRMIET et j'anime aussi le syndicat en tant que vice-président, parce que j'ai le plaisir donc de participer avec Rachel à la vie au quotidien du syndicat et de cette union des reconditionneurs français qu'on a créé, enfin, qui est qui a été créé avant que j'arrive, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Donc, on a besoin de plus en plus d'aide pour l'animation. On y va, on rentre dans le concret. L'effacement de données, je pense que si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est que ça vous intéresse. Donc, on va sans plus attendre commencer. L'effacement de données, on va le traiter alors sous un contexte forcément en introduction qui est celui des stats. Donc, on va comprendre comment est-ce que pourquoi la donnée est sensible, comment on stocke la donnée aussi. C'est important de comprendre un peu l'aspect technique. On va aussi s'intéresser au cadre réglementaire, bien sûr, pour terminer sur les méthodes d'effacement et l'impact environnemental de l'effacement. Et bien sûr, on finira par l'innovation qui nous est présentée aujourd'hui par Lionel. Alors le contexte marché, la donnée est sensible, je pense que vous le savez tous. On a choisi de conserver de garder trois bullet points, trois stats qui illustrent un peu 2023 sur l'aspect données et sur l'aspect vol de données. En fait, aujourd'hui,
le coût moyen d'un vol de données sur l'année 2023 a augmenté de 10%. Donc, on est sur une augmentation non seulement des vols, mais aussi de l'exposition, parce que le coût moyen d'un vol se calcule en fonction du nombre de données exposées, de personnes exposées, et du potentiel aussi en termes de valeur. Les secteurs les plus touchés aussi, alors c'est d'abord la santé, à 25%, puis enfin l'administration, le gouvernement à 23%, et la finance. Et enfin, le nombre de personnes qui ont été exposées en 2023, alors c'est un chiffre assez impressionnant, on parle de 1,8 milliard de personnes exposées. Une personne exposée, c'est une personne simplement qui n'a pas forcément été la victime du vol directement, mais dont les données ont été exposées par intermédiaire d'un vol de données. Alors, quand on parle de données, ça peut être fréquemment les données personnelles, donc les noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone, mais aussi des adresses électroniques ou les données financières. Et donc, c'est un chiffre qui est aussi en augmentation de 15% par rapport à 2022. Donc voilà, on voit vraiment que la donnée est sensible et que le vol de données est encore au cœur des préoccupations des pros du secteur. On va refaire un peu l'histoire juste pour planter aussi le contexte, enfin le contexte, mais surtout la technologie dont on va parler aujourd'hui. On va parler de HDD et de SSD. Alors c'est sûrement des termes que aujourd'hui vous avez appris à connaître, mais que je vais vous rappeler un peu là assez rapidement. Donc le HDD qui est visuel sur la gauche est un disque dur physique, est un hard drive. Donc c'est vraiment les premiers disques qui ont été créés. Le premier, alors la petite minute histoire, le premier HDD a été lancé par IBM en 1956. Ça s'appelait le Ramac 305, voilà pour la petite histoire. Pesait 1 tonne, mais stockait uniquement 5 mégaoctets de données. Donc c'est très très faible comparé à aujourd'hui forcément. Donc c'est une innovation majeure à l'époque parce qu'en fait c'est la première fois qu'on arrive à accéder à une donnée précisément n'importe où sur le disque. C'est-à-dire qu'on n'a plus à passer une séquence pour atteindre ou attendre une séquence pour atteindre une donnée. On peut choisir directement quelle donnée on veut atteindre. Et ça, c'est véritablement à l'époque une réelle innovation qui va changer le marché et pour toujours. Aujourd'hui, donc vous les connaissez, les HDD, donc les disques durs externes, pardon, les disques durs physiques n'ont pas encore disparu, mais sont de moins en moins fréquents et se retrouvent souvent sur des NAS. Donc le NAS, c'est typiquement le gros disque dur qui est connecté sur un réseau local ou sur un réseau internet. En face, on a le SSD, donc le visuel sur la droite. Le SSD, c'est une techno qui a été commercialisée pour la première fois en 1991 par ScanDisk. Ça a été une techno beaucoup plus coûteuse à l'époque, puisqu'elle est, on va le voir, beaucoup plus avancée en termes de gain d'énergie, en termes de rapidité. Et donc on a retrouvé un premier disque SSD à vendre à 1 000 $ en 1991 pour 20 MO. Donc voilà, c'est beaucoup plus cher que le HDD à l'époque. Le SSD va bouleverser le marché et continue de le bouleverser pour 3 raisons. Parce qu'il a une consommation en fait électrique qui est beaucoup plus faible. Il a une durée de vie qui est plus longue. Et il a aussi une résistance au choc et aux vibrations qui est meilleure que le HDD. Voilà. Donc ça, ce sont les deux supports qui permettent de stocker la donnée. Je tourne la page de la minute technique pour se pencher sur le prix. Donc on en a un peu parlé, mais le prix et la corrélation avec la part de marché. Donc si on prend les 5 dernières années, on voit forcément sans surprise que le prix des deux, que ce soit le HDD ou le SSD, a considérablement baissé, donc, divisé par 2, quasiment pour les deux. Et forcément, les parts de marché s'inversent puisque la dominance du HDD était encore présente jusqu'en 2020-2021, mais en fait s'effrite. Et aujourd'hui, c'est le SSD qui a vraiment pris l'ascendance. Le SSD, c'est ce que vous allez retrouver principalement aujourd'hui. Alors, sur tous les téléphones, c'est du SSD. Et concernant l'IT, aujourd'hui, une grande majorité des PC portables, bien sûr, mais des PC fixes aussi, sont fabriqués avec du SSD. Alors, si on parle aussi un peu de l'impact, parce que comme vous savez, on est quand même dans un cadre d'une organisation liée à la seconde main, donc on doit parler de l'impact environnemental, forcément, de la production. On a regroupé les kilos de matières premières qui sont nécessaires à la production d'un téra, enfin, à partir de 1 téra jusqu'à 16 téra de données. Alors, c'est des chiffres qui vont paraître assez élevés, mais il faut les regarder en face du kilo de matières premières au total qui sont nécessaires à la construction d'un ordinateur ou d'un smartphone. Parce que quand il faut 11 à 12 kilos pour produire 1 téra de HDD, pardon, il en faut que 3 à 4 pour un SSD. Donc on voit que l'impact environnemental
au-delà de la performance de chacun, est vraiment différent. Donc c'est ce qui aussi les caractérise, c'est que le SSD est beaucoup moins gourmand en termes d'extraction de matières premières. On a rassemblé aussi euh, les, 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 les trois matières premières concernées principales lors de la fabrication de ces stockages. Donc pour le HDD, ce sera l'acier, l'aluminium et les aimants, alors que pour le SSD, on est sur du silicium, de l'aluminium et du cuivre. Voilà. Là, on rentre dans les détails un peu, encore une fois, techniques des éléments, mais c'est assez important de préciser que ces deux espaces de stockage différents n'ont pas forcément le même poids environnemental. Donc là, c'est une source de l'Agence internationale de l'énergie, bien sûr. Je l'ai mentionné, mais je l'ai pas précisé. Donc, il faut 237 kg de matières premières pour fabriquer un smartphone. Et le smartphone, en général, en ce moment, pèse 150 grammes, alors qu'il faut 500 kg de matières premières pour fabriquer un PC. Donc, voilà, on est sur cet ordre de grandeur aujourd'hui. Alors, on passe au cadre réglementaire, super important, comme vous le savez, parce que l'effacement de données est encadré, non seulement encadré à l'échelle française, mais à l'échelle européenne. Euh, on va commencer par l'échelle européenne parce que aujourd'hui, le droit européen chapeaute le droit français. Et forcément, vous connaissez tous le règlement général sur la protection des données, donc le RGPD, qui a été mis en application en 2018 à l'échelle donc de l'Union européenne. Les organisations doivent prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir que les données à caractère personnel soient effacées. Donc ça, c'est vraiment le droit européen. C'est l'article 17 du droit européen. Et on mentionne toujours la loi informatique et liberté, donc qui est beaucoup plus ancienne, hein, qui date de 1978, qui est une loi française, mais qui a été revue plusieurs fois, et notamment assez récemment, pour s'adapter finalement aux lois, à la loi européenne de la RGPD. Donc on a conservé la loi Lille, et en parallèle, on a la loi européenne. En sachant que si la loi n'est pas respectée, c'est bien la CNIL, donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui va pouvoir donner une sanction. Et donc la CNIL voilà, est une autorité française. Elle va bien sûr pouvoir euh, se rattacher au comité européen, mais c'est vraiment la CNIL à l'échelle française qui va donner la sanction. Alors, pour rappeler les principes clés hein, sur l'effacement de données, on doit avoir un effacement prompt, une méthode sécurisée qui peut être vérifiée, une documentation sur la méthode, donc un certificat, un respect des demandes des individus. Donc, quand une demande d'effacement est formulée, il faut la respecter promptement. Et enfin, être conscient des conséquences juridiques que l'effacement de données peut engendrer s'il est mal fait. Alors j'ai rappelé une amende qui a été qui a fait du bruit parce que assez récemment, vous avez peut-être vu passer que la CNIL a sanctionné TikTok hein, sur justement une mauvaise gestion en face du droit, de la loi RGPD, et TikTok a eu une amende de 345 millions en janvier 2024. Donc c'est vraiment là, c'est l'organisme français, la CNIL, qui a sanctionné TikTok à l'échelle française uniquement. Donc là, on parle de la gestion des données françaises uniquement pour ce cas-là. Alors, on a parlé de la technique pour stocker de la donnée, on a parlé du cadre réglementaire. Maintenant, je pense qu'on peut rentrer dans le détail de l'effacement. Alors, on a rassemblé 5 méthodes d'effacement de données. Je pense que tout le monde ici connaît au moins une, peut-être deux. C'est vrai que 5, ça permet de couvrir l'ensemble des méthodes possibles. Peut-être une nouvelle méthode qu'on va découvrir grâce à Lionel par la suite. Alors, la première méthode qui est la plus ancienne, puisque ça concerne uniquement le HDD, et le dégossage. Donc là, c'est un terme qui vient de l'anglais dégossing. Donc là, on va utiliser la technique, c'est une méthode physique hein, qui consiste à exposer le disque dur à un champ magnétique. J'irai pas plus en détail parce que j'ai pas voilà, j'ai pas la casquette pour, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode physique dont l'efficacité est prouvée et très efficace. En revanche, l'impact environnemental est élevé. Pourquoi? Parce qu'on va en fait détruire tout simplement la pièce qui est le disque dur sera détruit et sera inutilisable par la suite. Ensuite, on a la méthode que tout le monde connaît, puisque j'espère que tout le monde a déjà revendu son smartphone, par exemple, et avant, enfin revendu ou donné, mais avant généralement de rendre votre téléphone, vous allez faire un reset, ce qu'on appelle un factory reset. Et là, vous allez venir effacer
je dirais, une première couche des données. Donc, c'est-à-dire que vous allez effacer vos mots de passe, données utilisateurs, etc. Mais c'est un effacement qui a une efficacité qui est moyenne. On va le voir ensuite. Mais qui permet d'effacer à la fois des données des disques durs HDD et SSD. C'est une première étape qui peut être suivie d'une autre étape ensuite. Cette étape de reset a un impact environnemental qui est faible, parce que le reset n'a aucun impact sur la durée de vie du disque dur. Et ensuite, on rentre dans des données, dans des effacements qui sont euh, un peu plus techniques. Donc, on a l'effacement du zeroing, zérotage en français, et de l'overwriting, donc la surécriture. Donc là, ce sont deux techniques qui visent en fait à écrire par-dessus le disque ou l'espace de stockage pour en fait venir remplacer la donnée qui était avant écrite. Le zeroing est moins efficace que l'overwriting, mais tous les deux ont un impact environnemental qui est faible, puisqu'encore une fois, on va venir conserver la pièce qui pourra être réutilisée ensuite, dans une seconde vie. Donc, très important pour nous aujourd'hui, dans un cadre du reconditionné. Et enfin, le shredding, là, on est sur une technique qui est physique, encore une fois, comme le degaussing. Mais le shredding, vous allez voir par un visuel juste après, c'est ni plus ni moins qu'un broyage. Donc, on va venir prendre on sort la pièce détachée du smartphone ou du PC et on l'insère dans un broyeur. Et là, il y a forcément un impact environnemental qui est très élevé puisque cette pièce ne pourra plus jamais être utilisée. Ces techniques sont répertoriées par NIST, qui est une agence américaine, si vous voulez en savoir plus, et à jour depuis 2023. Peut-être que Lionel, tu as peut-être un ajout à ce stade ou une précision que j'aurais potentiellement mal expliquée sur ces 5 méthodes. Non, mais tu les as bien résumés. C'est vrai que aujourd'hui, sur les 5 méthodes qui sont présentées, voilà, les solutions qui existent sur le marché, mais bon, on le verra plus tard, des solutions logicielles sont principalement sur les 4 dernières. C'est-à-dire que c'est des solutions qui vont engager soit un reset, soit un zeroing, soit un overwriting. Donc ça, c'est les 3 en fait. Et après, il y a 2 autres solutions, mais qui sont plutôt physiques, ou le dégaussage ou le shredding. Voilà. Donc il y a toujours à différencier les méthodes logicielles et les méthodes, on va dire, hardware ou physiques. Exactement. Et j'ajouterais encore même que les méthodes, enfin certaines méthodes sont uniquement applicables à des smartphones, d'autres à des PC. Enfin, les mondes de l'IT et du smartphone peuvent se retrouver dans un logiciel, par exemple. On va les voir après, mais certains logiciels permettent d'effacer à la fois des smartphones comme des ordinateurs. D'autres sont plus spécifiques sur la partie IT, par exemple. Globalement, ce qu'il faut, nous, en tout cas, en tant que pro du reconditionné, et là, je parle au nom de tous les membres, ce qu'on observe, c'est que généralement, il y a une attente forcément assez élevée sur l'effacement de données. Donc, les clients, que ce soit des particuliers ou des pros, mais souvent des pros, demandent des certificats d'effacement, forcément. Les certificats d'effacement, on va le voir, peuvent être certifiés par plusieurs types d'organismes. Mais on va, dans un monde de l'IT et face à des clients pros, on va avoir une attente face à la certification qui sera encore plus élevée que celle du monde du B2C. Parce que c'est vrai que quand on rend son smartphone, bon, déjà le client généralement fait un reset, ensuite le smartphone va être traité avec un logiciel d'effacement de données avec un certificat, mais il n'y a pas la même attente du client en particulier que celle que pourrait avoir par exemple une entreprise comme celle du CAC 40. Si je prends l'exemple du groupe Thales, qui est peut-être l'exemple le plus complexe, le groupe Thales, quand il va rendre ses PC, va demander un niveau d'effacement et un certificat beaucoup plus poussé et appuyé que le client particulier forcément. Donc on a des niveaux d'exigence sur le marché qui sont aussi un peu différents en fonction des clients finaux. Alors on en a parlé juste avant, les solutions certifiées qu'on a regroupées. Donc alors, c'est pas une liste exhaustive, mais il y en a quand même quelques-unes que vous connaissez forcément tous. Blanco, qui est en France assez répandu, qui fait à la fois de l'IT et de la mobilité. Et si je dois citer son homologue sur la partie IT, je dirais que ce serait peut-être Certus, qui serait aussi assez connu. Puis après, on a des pure players plutôt typés smartphone, donc Picassoft, MCE, N6 et Black Belt, que vous connaissez peut-être aussi avec PhoneCheck. Donc voilà, chaque solution que vous voyez ici sont des solutions logicielles qui ont chacune leur certification que vous pouvez
consulter. Et surtout, vous êtes en droit de demander les certifications et comment elles ont été obtenues. Alors, j'ai retrouvé deux recherches académiques qui viennent appuyer le fait que l'effacement de données de logiciel en réécriture est fiable, et ça a été prouvé. Alors, le premier texte date quand même de 1996, donc on est sur un texte qui est encore rappelé aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que la méthode n'est pas contestée. Et c'est Peter Gutmann qui a d'ailleurs donné son nom à un procédé d'effacement, qui est la méthode Gutmann. C'est un ex de la NSA et il a écrit un papier dans lequel il explique que la probabilité de retrouver la valeur d'un mot de 4 caractères ou d'une adresse IP n'est que de 1%. Donc, à partir du moment où le disque, le stockage a été réécrit, donc ce qu'on a vu comme technique, l'overwriting, qui est la méthode appliquée par tous les logiciels, la probabilité de retrouver un mot de 4 caractères n'est que de 1%. Et en complément, je vous ai remis un passage du CMRR, donc qui est le Center for Memory and Recording Research de l'Université de Californie, qui vient appuyer sur le fait qu'une réécriture multiple ne donne absolument aucune certification supplémentaire sur l'effacement de données et qu'un seul passage suffit à supprimer efficacement les données d'un espace de stockage. Je pourrais vous donner les sources si vous voulez consulter, c'est des recherches académiques super intéressantes. Alors, on a parlé de software, on a parlé de certification. Dans les grandes lignes, parce que vous allez voir que chaque État a sa propre agence, son propre référentiel, mais on en a gardé quelques-uns pour vous donner un peu une idée, et surtout ceux qui sont assez connus en France, et pas que. Je pense que le plus connu, ce serait parler de Common Criteria. C'est vraiment la norme qui met tout le monde d'accord. Common Criteria, c'est un référentiel qui a été créé par ISO, donc dans lequel on vient certifier une méthodologie d'effacement de données. Donc ça, c'est vraiment celui qui, globalement, à l'échelle mondiale, met tout le monde d'accord. C'est ce référentiel Common Criteria. Ensuite, on a des fonctionnements par pays qui sont plus ou moins proches du gouvernement. Donc j'ai pris l'exemple de l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des services d'information. Donc l'ANSSI peut aider à vérifier qu'une méthodologie est assez poussée ou par opposition de l'EPA, mais c'est une agence vraiment gouvernementale. Et si on prend un autre exemple en France aussi, ADISA, qui est une association avec 250 membres, peut aussi certifier une méthodologie particulière sur l'effacement de données. Voilà. Donc, pour résumer, vous pouvez être certifié par Common Criteria et cumuler avec l'ANSSI et cumuler avec ADISA. C'est pas des là, Lionel, tu vas peut-être me compléter, mais ce ne sont pas des référentiels qui sont contradictoires, et ce sont des agences qui sont toutes indépendantes, parfois même étatiques. Et j'ai juste mis l'exemple du NIST, qui est l'équivalent de l'ADISA, mais plutôt aux US. Donc le NIST, alors c'est pas l'ADISA parce que c'est plutôt national, donc c'est plutôt l'ANSSI. c'est proche, c'est proche du gouvernement. Ouais. Donc ça serait le pendant de l'ANSSI, enfin ça serait les homologues de l'ANSSI, mais côté américain. Et pour les deux normes ISO qu'on retrouve dans le secteur de l'effacement de données, c'est les normes 15 408 et 27 001 et 02. Est-ce que Lionel, en tant que spécialiste, tu peux peut-être apporter des précisions sur ce que je viens de dire? Non, c'est tout à fait correct. Donc oui, sur l'ISO, c'est le 27040 qui est quand même, tu as cité 27001, mais c'est 27040 qui est quand même plus orienté sur justement le stockage et l'effacement de données. Maintenant, donc ce sont à chaque fois des entités soit privées, soit publiques, et elles vont certifier en fait un logiciel, et en fait elles vont certifier on va dire plutôt la sécurité des solutions qui sont apportées, et pas si justement un effacement a été est total en allant voir après en ayant fait une sorte d'étude forensique, parce que nous c'est ce qu'on fait, je vous expliquerai après pourquoi, pour aller vérifier que justement toutes les données d'un produit ont été effacées. Non, ils sont là juste pour certifier que voilà, lorsque l'appareil est branché, il y a bien les retours de code informatique en disant voilà, l'appareil est bien branché, l'envoi de la requête a bien été envoyé, les retours de la requête ont bien été envoyés. Enfin voilà, ce sont plutôt des étapes sur la sécurité des logiciels utilisés. Ok. Super, merci beaucoup pour le complément. Sachant que
voilà, les normes ISO qu'on a citées arrivent progressivement, mais ne sont pas encore. Je parle au nom de certains membres que j'ai pu consulter dans la préparation de ce webinaire. Le, ne sont pas encore intégrés vraiment dans les appels d'offres, par exemple. Donc ça arrive progressivement. On commence à avoir du 27 000 qui arrive, par exemple, mais voilà, c'est pas encore imposé. Mais je pense que, et je parle encore au nom de certains membres, voilà, on voit de plus en plus la demande des ISO dans les appels d'offres. Donc on sent qu'il y a il y a une sensibilisation qui a bien lieu, et surtout ce cadre qui est aujourd'hui bien en place pour pouvoir vérifier. Alors, je vous avais promis un visuel de shredding, le voici. On va parler de destruction maintenant et de l'impact de la destruction. Et ça fera un peu le lien avec Lionel, la partie innovation qu'on a voulu illustrer aujourd'hui avec toi. Pourquoi la destruction fait le lien avec l'innovation? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le marché du reconditioning spécifiquement, nous, on s'attache beaucoup à comprendre la seconde vie en général. Donc, on a vu, faut des centaines de kilos de matières premières pour faire un PC ou un smartphone aujourd'hui. Nous, ce qui nous importe, c'est de comprendre qu'on va pouvoir réutiliser le maximum de pièces possibles de cet équipement sans avoir à reproduire des nouvelles pièces, en fait. Donc, la seconde vie, vraiment dans sa totalité. Et souvent, en tout cas parfois dans l'occasion, la destruction des pièces va rendre notre mission de seconde vie impossible, puisqu'aujourd'hui, une pièce comme un disque dur va être détruite euh, pour des raisons qui sont différentes que Lionel, tu pourras détailler. Mais quand on détruit un disque dur, que ce soit un HDD ou un SSD, on ne peut plus s'en servir. Et on ne peut, alors ça c'est la première conséquence, c'est que sa création et l'impact environnemental de sa création voilà, est gravé à jamais. Et ensuite, on va devoir surtout racheter un nouveau disque, en tout cas le reproduire surtout, pour remplacer dans l'équipement en lui-même. Donc on va avoir consommé 2 disques pour créer une seconde vie, et ça c'est quelque chose qu'on cherche à éviter forcément. Donc l'empreinte carbone de la production d'une nouvelle pièce. C'était ma transition. Très bien. Et là, je vais donner beaucoup plus la main, Lionel, pour que tu puisses nous dire en quoi Erase for Good est là pour faire bouger les lignes et quelle est votre innovation aujourd'hui sur la partie dépassement de données. Ok. Donc, pour reprendre juste ce qui a été dit déjà, donc sur les solutions, donc il y a des solutions aujourd'hui qui sont des solutions logicielles et des solutions hardware qui sont des solutions de entre guillemets destruction. C'est-à-dire que vous allez avoir soit du degaussing sur les HDD, où là le disque dur il va plus pouvoir être utilisé, ou directement le broyage. Donc voilà, on avait jusqu'à ce jour, on était assez limité, on va dire, sur la réutilisation de ces composants. Et donc, face à cette problématique, et on a eu aussi dans notre secteur quelques déconvenus, hein, il faut peut-être aussi le rappeler, on a certains collègues qui ont pu, sans bien évidemment le vouloir, vendre des produits sur lesquels il y avait des données, bien évidemment, ça peut avoir des incidences catastrophiques pour à la fois si c'est un opérateur ou si c'est une entreprise, savoir que les données sont entre de mauvaises mains, parce que il est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, sur un reset, donc c'est en fait c'est une réinitialisation, mais c'est pas un effacement des données, c'est-à-dire que quand on réinitialise son téléphone, en fait, on va juste changer les tables d'allocation des données. Donc si, et il en existe aujourd'hui sur le dark web, vous avez des systèmes pour aller récupérer justement les données sans passer par les tables d'allocation, vous pouvez les récupérer. Tu vas passer sur l'autre slide, s'il te plaît? Bien sûr. Ouais. Donc, en fait, nous, sur le GSM, on recevait bien évidemment un certain nombre de produits qui n'étaient pas fonctionnels. Et donc, ils arrivaient, ils étaient éteints, on ne pouvait pas les allumer. Quelquefois, en fonction de la valeur résiduelle du produit, on pouvait prendre sur nous le fait de réparer pour voir si on pouvait accéder à l'appareil et à ce moment-là effacer les données de l'appareil. Mais dans beaucoup de cas, la valeur résiduelle du produit était tellement basse que il n'y avait pas d'intérêt à reconditionner ou à réparer le produit. Et donc dans ce cas-là, ça allait dans une filière directement D3E. Et donc la filière D3E aujourd'hui,
c'est pour la plupart, bon, on peut récupérer certains composants, parce que c'est ce que fait un certain nombre d'associations aujourd'hui, mais encore une fois, les produits sont transportés, ça peut arriver que les transports se perdent ou que les mobiles tombent entre de mauvaises mains. Voilà. Donc nous, on est arrivé avec il fallait répondre à une question importante, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de ce gisement de produits non fonctionnels, parce que il faut s'assurer que les données sur ces produits soient bien effacées, et comment on peut s'en assurer. Voilà, donc on a fait quelques recherches, et donc c'est pour ça que ça a été sur le slide précédent, on a travaillé avec des laboratoires, voilà, et moi c'était en fait un sujet de thèse sur lequel vraiment je voulais trouver une solution à l'effacement des données, mais de façon hardware. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur du degaussing ou sur du broyage, trouver un système qui permet d'effacer les données sur les appareils électroniques. Mais nous, notre solution, elle est orientée exclusivement sur les SSD, sur l'architecture SSD. Pourquoi? Parce que bon, déjà, c'est une architecture qui est de plus en plus présente aujourd'hui sur la mobilité. Comme le disait Reynolds, ce sont aussi des supports qui sont de plus en plus importants en termes de stockage de données, un peu plus fragile aussi, mais aussi le prix de ces espaces de stockage ne fait que baisser. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui un vrai shift qui se fait du marché entre le HDD vers le SSD. Donc nous, on a développé une technologie sur le SSD qui permet donc aux produits électroniques d'avoir leur mémoire effacée par un traitement qui est un traitement assez complexe, qui est en plusieurs étapes, mais qui utilise la radiation et un traitement thermique. Voilà. L'avantage de cette solution, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'ouvrir le téléphone ou d'ouvrir le PC, on le rend directement dans la machine. En fonction de ce que l'on souhaite, en fait, on a deux types d'effacement. On a un effacement type reset, donc c'est un effacement où en fait le produit va rester dans la machine entre 50 secondes et 3 minutes en fonction du produit. Et là, en fait, la machine va faire en sorte que en fait, on va jouer pour vous donner un petit exemple bref sur comment ça fonctionne un SSD. Un SSD, en fait, c'est des cellules, c'est des transistors où, en fait, il y a des trappes de charge. Et dans ces trappes de charge, en fait, vous allez avoir soit un électron, et à ce moment-là, ça va faire un 0, soit vous n'avez pas d'électron, et ça va faire un 1. Et comme vous le savez, aujourd'hui, tout ce qui est digital, ce sont des associations de 1 et de 0 dans la mémoire. Donc nous, ce qu'on va faire avec cette machine, c'est qu'on va jouer justement avec ces électrons, de sorte à ce que il y en ait un certain nombre qui sortent pour demander une réinitialisation et une reprogrammation du produit, donc ce qu'on appelle nous l'effacement reset. Et donc là, le produit va être entre guillemets réinitialisé, donc il faudra réinstaller le programme derrière, et le produit pourra être réutilisé de suite. Il n'y aura pas de problème, si vous voulez, à réutiliser le programme, le produit après la réinstallation du programme. Et puis après, on a un effacement plus durable, qui lui est à 99,9% des cellules mémoire, que l'on réserve aujourd'hui principalement aux entreprises qui ont besoin justement de degrés de certitude d'effacement de leurs données. Et donc là, les produits restent plus longtemps dans la machine. Et aujourd'hui, ces produits sont réutilisables, on va dire, sur l'ensemble des composants. Il n'y a aucune altération, sauf aujourd'hui sur les composants qui sont autour de la mémoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, sur la carte mère, on est en train de travailler toujours avec les laboratoires. Donc, c'est toujours un travail sur l'effacement définitif pour qu'on fasse un réemploi, pour qu'on puisse proposer un réemploi à 100% dans le cadre de l'effacement définitif. Dans les cadres de l'effacement reset, les produits sont réemployables. Et l'avantage, c'est que, bien évidemment, vous pouvez faire ça à la fois sur des produits fonctionnels et sur des produits non fonctionnels. Mais là, on utilise la physique, on n'utilise pas de logiciel, on utilise donc les radiations pour toucher la mémoire de ces appareils. Bien évidemment, quand on parle de radiation, alors c'est pas, on travaille pas dans une usine nucléaire ou dans un synchrotron, donc c'est une machine qui est bien évidemment coffrée en plomb, etc. Donc les gens qui l'utilisent ne sont pas du tout touchés par l'irradiation, et surtout, il n'y a pas de conséquences après avoir irradié un composant électronique sur l'utilisation postérieure. Voilà. Donc,
là, c'est sur ce schéma, donc on voit bien donc ce que nous proposons en plus, hein, donc, la partie fonctionnelle, non fonctionnelle. Donc nous, on est sur la partie verte, hein, c'est-à-dire que on est entre le logiciel d'effacement de données et les D3E, sachant que l'objectif, bien évidemment, à la fin, c'est le réemploi. Hein. Nous, on souhaite que justement tout ce qui passe entre nos mains, que ce soit fonctionnel ou non fonctionnel, si c'est non fonctionnel, au moins on a la certitude que ce soit effacé et on peut à ce moment-là revendre les pièces détachées sans qu'il y ait de problème sur le marché. Revendre ou réutiliser, parce que nous en fait on réutilise aussi beaucoup de composants comme on est reconditionnable. Lionel, si on prend un exemple, pour être très concret, par exemple sur un ordi ou sur un smartphone qui serait passé sous les roues enfin, peut-être pas non plus complètement écrasé, mais voilà, qui aurait subi un fort choc. Aujourd'hui, si on perd l'écran, si on perd la carte mère, si on perd la vitre, forcément, le châssis, parce qu'ils sont touchés, endommagés, etc., etc. Vous êtes capable déjà, avec ce téléphone, de l'effacer, forcément. Et de pouvoir réutiliser l'espace de stockage. Donc là, en ce moment, on arrive sur les espaces de stockage en SSD qui sont de l'ordre de 1 Tera et plus. Hein, je crois que ça va jusqu'à 4 Tera sur les SSD. Si je me trompe, que quelqu'un me corrige dans les commentaires. Mais vous êtes capable de récupérer ce SSD qui serait dans un produit complètement HS et de lui redonner, en fait, de l'effacer complètement et de lui redonner une seconde vie en toute sécurité. Tout à fait. Ouais, c'est ce qu'on propose. Alors, bien évidemment, dans le cadre justement du téléphone qui n'a plus d'écran et qui ne s'allume plus, il faut bien évidemment vérifier que la carte mère, elle, fonctionne. Si la carte mère ne fonctionne pas, en tout cas, on peut donc l'effacer par traitement. Et ensuite, cette carte mère peut être, nous, on a des cellules ici qui sont spécialisées justement sur des niveaux 3 de réparation sur carte mère. Donc, on peut voir si la carte mère est réparable, si c'est certains composants, condensateurs, transistors qui ont besoin d'être ressoudés. Mais dans tous les cas, il y aura un réemploi de la carte mère ou des composants. Ok. Alors, je me permets de continuer, Lionel, pour que tu puisses un peu nous parler. Alors, aujourd'hui, c'est un peu frustrant de ne pas avoir de visuel, forcément, pour tout le monde, de visuel concret de la machine. La machine. Vous en avez un en bas à droite. Voilà, ouais. Elle ressemble à peu près à ça, la machine. C'est-à-dire que là où vous avez les téléphones aujourd'hui, en fait, c'est là où en fait vous avez la porte où vous rentrez les équipements électroniques dedans. Et comme vous le voyez, donc tout le gris, voilà, c'est à peu près, c'est le coffrage en plomb, hein, parce que il y a des sources. Alors c'est un générateur électrique. C'est pour ça que je disais, on n'est pas il n'y a pas à Ivry-sur-Seine une centrale nucléaire, non. Donc c'est un générateur électrique, c'est-à-dire qu'on va électroniquement générer des rayons pour toucher directement les composants. Alors on a bien vérifié également le coût en fait de l'utilisation justement de ce générateur électrique qui n'est pas élevé. Notre machine, elle utilise aujourd'hui, on est à 6 kWh sur l'utilisation, donc c'est très raisonnable. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que on arrive par exemple aujourd'hui à traiter donc des téléphones mobiles par 3, par 4 à chaque séance qui dure donc en fonction du type d'effacement entre 50 secondes et 10 minutes. Sachant que, par exemple, aujourd'hui, une solution de réécriture sur un téléphone donc, qui fonctionne, donc déjà, il faut que vous ayez un téléphone qui fonctionne. Si vous avez un téléphone qui fonctionne et que vous voulez donc réécrire sur l'intégralité du disque dur, ça peut prendre, en fonction de la capacité de la mémoire, plusieurs heures. Alors que nous, on est vraiment sur des solutions également rapides. On est voilà, sur un effacement à 100% sur une mémoire. On est limité à 12 minutes. Après 12 minutes, on sait que de toute façon, tous les électrons des trappes de charge sont sortis et en fait, la mémoire est réinitialisée. C'est pour ça que si vous allez sur le site, vous allez voir en fait tout ce qui est 1-0 qui correspond aux messages de vos photos, de vos vidéos, de vos musiques, de vos contacts. Et ben à la fin, ça ne va devenir que des 1. Voilà. Donc ça, c'est où les trappes de charge en fait seront vides des électrons. Et donc si vous relisez la mémoire, il n'y aura plus aucune information dessus. Super, très clair. Là, je pense qu'en plus, avec ce qu'on a sous les yeux, on comprend bien du coup que par rapport au traitement software qui décide de se brancher
avec vous demain, dans le futur, c'est comme tu disais, des batchs de plus en plus gros, j'imagine que c'est ce que vous allez viser pour aller plus vite de smartphones. Là, on a des visuels de smartphones. J'aimerais que tu nous dises euh, demain quelle typologie, quelle famille de produits vous allez pouvoir traiter. Est-ce que si je démonte mon ordi portable et que je mets mon SSD dans la machine, ça fonctionne aussi? Oui, oui. Alors, vraiment, c'est tout ce qui est, on va dire, aujourd'hui SSD, dans le sens où on peut, à la fois, on a fait des box télé, on fait des ordinateurs portables. Donc, on a vraiment tout ce qui est architecture SSD. Ça peut fonctionner, enfin, ça fonctionne aujourd'hui et on a des résultats très probants. D'ailleurs, pour les résultats, donc on s'est doté aussi en interne d'une cellule un peu de recherche en forensique. Donc, on va à chaque fois, une fois que les produits sont irradiés, sont traités, on va vérifier, parce qu'on est aujourd'hui toujours dans les premiers stades, on va vérifier qu'il n'y a aucune donnée dessus. Et donc là, on fait ponctuellement on dessoude les mémoires, on vérifie avec des outils que l'on trouve également sur le dark web. Mais c'est le seul moyen aujourd'hui pour s'assurer que voilà, les produits qui sortent de la machine sont vraiment blancs de données. Super.